énigmes et aventures. Assassinat en espace non clos de Jean de Bonneville, mise en onde Roland Jay. Mes chers amis, mes chers amis, accordez-moi quelques instants, je vous prie. Ils seront brefs, je vous le promets, pour perturber l'atmosphère détendue et sympathique de cette soirée et pour prononcer quelques-unes de ces phrases traditionnelles et inévitables qui incombent à ma charge en pareille circonstance. Tout de même. Merci, non, je t'ai plus. Parole de félicitations d'abord, et bien sûr, vous tous, pour le dynamisme, la loyauté, la compétence et les efforts que vous avez déployés tout au long de l'année qui va s'achever pour la bonne marche de l'agence immobilière Kléber et Rivoire. Monsieur Rivoire et moi-même, disons-le franchement, avons tout lieu d'être pleinement satisfaits de notre collaboration avec vous tous ici présents. N'est-ce pas, Paul? Oh, pleinement, oui. Répétons-le une fois encore. Toute entreprise commerciale vit et se développe au rythme des hommes qui en font partie. Je dis les hommes, au sens général, s'entend naturellement, mesdames. Ses collaborateurs sont le squelette de l'entreprise et ses cadres son système nerveux. L'agence immobilière Kléber et Rivoire peut être fière de son système nerveux. Et elle en aura d'ailleurs besoin dans l'avenir. Car il s'agit là, très logiquement, du second volet de mon exposé. Le monde ne cesse pas de tourner. Il est impératif de tourner au moins aussi vite que lui. Nos concurrents, la situation internationale, les marchés délicats du logement et de la construction sont autant de pièges qui sont tendus devant nous. Il est indispensable que l'année 1983 soit pour nous encore meilleure que l'année 1982. C'est pourquoi nous avons besoin de vous de manière fondamentale et que nous comptons vraiment sur vous. Et vous en serez, comme toujours, les premiers récompensés. Je vous remercie de votre attention. Bravo, avec des encouragements comme ça, nous ne pouvons pas faire autrement que de mettre le paquet, en tout cas pour un an. Ce que n'a pas dit M. Kléber, mais il le pense peut-être, c'est que les employés sont aussi comme des pendules. Il suffit de savoir les remonter une fois par année et c'est reparti pour un tour. Monsieur Marty, ne dépassez pas les bornes. Je suis bien d'accord que le formalisme n'est pas de mise dans une petite réunion comme la nôtre et que la chaleur et les boissons engagent à la plaisanterie. Cependant, j'estime qu'il y a des limites à ne pas dépasser, en toutes circonstances. Mais je souligne que vous avez droit à la parole. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le sans fioriture. Il y a des sujets avec lesquels on n'a pas le droit de plaisanter. Je considère, moi, déplaisant le point de vue de certains dirigeants d'aujourd'hui qui ne voient l'entreprise que sous deux aspects, le matériel technique et le matériel humain. Bravo, monsieur Rivoire. Mon cher Paul, je te ferai remarquer que nous ne sommes pas en conseil d'administration et que cette sorte de considération personnelle est malvenue, d'autant plus qu'elle critique directement une affaire que je dirige et à laquelle tu es étroitement lié. Nos amis sont bien placés pour savoir que nous ne partageons pas toujours la même opinion. Il n'est pas utile de le leur rappeler ce soir. Mais voyons, Georges. Cette nuit, c'est la fête et tout le monde a envie de rire. Oublions ça, hein, et amusons-nous. Vous avez raison, Françoise. On ferait mieux de chanter. À mon avis, lors de telles occasions, il devrait être interdit de parler. Manger, boire, rire et danser devrait être nos seules préoccupations. Paul, tu me fais danser. Ma chère,
Figure-toi que je n'ai pas la moindre envie de danser. J'aimerais, si tu permets, terminer ce que j'ai à dire. Mais tu... Quoi? Rien. Alors, laisse-moi parler. Nous sommes tous là, gonflés d'hypocrisie, à nous faire de larges sourires et à réciter des stupidités qui n'ont pas le plus petit rapport avec ce que nous pensons. Oh, moi, il y a des années que je ne suis pas d'accord avec Georges. Et je ne veux pas me gêner de le lui dire. Les gens qui nous entourent sont tout à fait au courant de nos divergences de vue. Mon cher, c'est encore moi qui te commande. Je t'ordonne de te taire. Et voilà. Monsieur... Pardon? Laisse-moi parler. Monsieur Kléber conduit le dialogue à sa façon. Il n'est satisfait que lorsqu'il est le seul à parler et que les autres l'écoutent. Perdement. Mais pour qui te prends-tu, Georges? Tu ne me feras pas taire si j'ai quelque chose à dire. Oh, allons-nous-en, Paul, je t'en prie. Vous ne voulez pas que cette soirée finisse mal? Vous deux ne vous a rien demandé. Oh. Si Monsieur Rivoire s'imagine qu'il peut tout se permettre, il se fourre le doigt dans l'œil. J'ai encore les moyens de le mettre au pas, tout associé qu'il est. Bravo. Le paranoïaque a parlé. Georges Kléber, le tout-puissant. Mais mon pauvre ami, mais tu te fais des illusions quant à ta puissance. Tu n'es qu'un petit bonhomme sans envergure. Mais moi aussi, figure-toi, moi aussi j'ai les moyens de t'écraser. Et tu ne fais rien pour attendre. Mais je vais lui casser la gueule. Jean, Je ne réponds plus de rien. Paul, viens. Mettez-le dehors. Cette fois, nous partons. Je ne resterai pas une seconde plus ici. Calmez-vous donc. Je sortirai quand je voudrais. Mais Je crois qu'il vaut mieux que tout le monde rentre chez soi. Les esprits surchauffés ont besoin de repos. Hein. Monsieur Rivoire, je vais vous accompagner jusqu'à votre voiture. Merci, monsieur Lombard. Il ne tient plus debout. Marty, donnez-moi un coup de main. Règle l'addition, Georges. Venez, allez. Je vais par aussi ici. rentrer. Oui. Je suis désolé que cette soirée se termine ainsi. Bonne nuit, monsieur Lombard. Tout le monde a besoin de repos. Au revoir, monsieur Kléber. Au revoir, madame Kléber. Pas de repos pour nous, nous prenons la route. Nous partons pour Zurich. Ah, vous allez jusqu'à Zurich en voiture cette nuit? Eh bien, nous avions prévu de passer le dimanche en Suisse allemande et nous n'allons pas y renoncer parce que la fiesta s'est terminée en queue de poisson. Oh, de toute façon, j'ai pas envie de me coucher après ce qui vient de se passer. Ah, j'en aurai des cauchemars. Pas vrai, Evelyne? Oh, bah moi, je suis le guide. Oui, en tout cas, soyez prudents. Hein. Vous savez que l'alcool et la conduite nocturne ne font pas bon ménage. Rassurez-vous, monsieur Lombard, ma vitesse sera inversement proportionnelle à mon taux d'alcoolémie. Et au revoir et bonne nuit. Bonne rentrée, monsieur Lombard. Au revoir, au revoir. Ouf. Tu t'es vraiment comporté comme un adolescent qui supporte pas sa première cuite, Paul. Il y a de quoi rien supporter du tout avec cet imbécile de Georges. Oh, tu vas pas mettre ça. Je crois qu'il est encore pire que ce que j'avais imaginé. C'est un vrai malade mental. Ah, certainement. Par contre, je pensais que toi, tu te dominerais, surtout devant les autres. Oh, quand la coupe est pleine, j'ai jamais aimé ce crétin. Fallait bien qu'un jour je lui Eh dise. bien, vous auriez pu avoir cet entretien à un autre moment et à un autre endroit. Oh, Marty, Et de tu sais- préférence en tête à tête, oui. Mais tu sais très bien que... Tu le sais pourtant que nous avons déjà eu maintes fois ce genre de discussion en tête à tête. Non! Cette fois, la moutarde m'est montée au nez. J'ai même cru que j'allais lui sauter dessus, non? Ce ton de commandement... Laisse-le tomber une fois pour toutes. Ça mettra fin à ces querelles détestables. Il semble oublier que nos intérêts sont en jeu, Martine. Et que tout ne s'arrange pas en deux coups de cuillère à peau. Mais sois sans inquiétude, hein, mon heure viendra. Sois tranquille, je saurai saisir ma chance, plus tôt que prévu. Combien de fois ai-je entendu ça? Tout vient à
point qui sait attendre. Passe-moi une cigarette, veux-tu? Merci. Tu fais la gueule? Y a de quoi, non? Ah, oublie tout ça, Françoise. Rivoire est un con, un point c'est tout. Le fait que je lui sois associé ne doit pas altérer ta bonne humeur. Et tu voudrais en plus que je sois de bonne humeur, après un pareil scandale? Tu ne pensais tout de même pas que j'allais laisser ce pauvre type hausser le ton devant moi en public? Ça t'aurait plu, sans doute. Ce qui m'aurait plu, c'est que ma présence à tes côtés te rappelle les bonnes manières. Ah oui, ah oui, c'est juste. Madame fait partie de la bonne société. C'est curieux, je sais pas pourquoi, mais j'oublie toujours très facilement tes origines aristocratiques. Elle est bien bonne. Tout le monde sait que tu ne m'as épousé que pour ça. Ah. Pour assouvir tes besoins de grandeur. Une femme d'un milieu simple ne convenait pas à ton image de marque. Tu n'as jamais éprouvé le plus petit sentiment à mon égard. Oh, note bien que je m'en moque éperdument. Mais ce que je ne tolère pas, ce que je ne tolérerai jamais, c'est que tu me manques de respect en public. Ah bon? Alors, si j'ai bien compris, j'ai le droit de te manquer de respect, mais discrètement. Mon cher ami, comme je te l'ai déjà laissé entendre, je suis généreusement informé de tes frasques, en compagnie des petites dindes qui peuplent les bureaux de l'agence immobilière Kléber et Rivoire. Et peut-on savoir quelles sont tes sources de renseignements? Les gens sont si médisants. Tu ne vas pas prêter foi à tout ce qu'on raconte. Oh, dis-toi bien que j'ai soigneusement contrôlé la véracité de ce que j'ai appris avant d'y croire. Ah oui? Je dois dire qu'au début, ça m'a fait un choc. Quand même. J'avais encore quelques modestes illusions sur notre couple. Et à présent, ça m'est totalement égal. C'est quoi cette histoire de Zurich? Tu veux vraiment que nous allions là-bas? Tu vas comprendre. Mais le temps presse. Roule le plus vite possible. Direction, la villa de Kléber. Qu'allons-nous y faire? Je vais tout simplement faire la peau à ce fumier de Kléber. T'es dingue ou quoi? Kléber est un salopard, d'accord. Je serais aussi heureuse que toi de le voir disparaître. Mais de là à courir le risque de finir en tôle pour le liquider, il y a un pas. Un pas que je vais franchir. Et avec ton aide. Tu as trop bu. Tu dis n'importe quoi. Au contraire. Durant 10 ans, Kléber m'a mené en bateau avec ses belles promesses d'avancement. J'ai longtemps marché comme un âne derrière sa carotte. Mais la situation s'est brusquement modifiée hier soir. Accélère, je t'ai dit. Alors quoi, hier soir? J'ai eu une intéressante conversation avec Sylvia, l'ex-favorite de Kléber. Elle aussi lui garde un chien de sa chienne. Sylvia m'a fait des confidences. Trop contente de pouvoir semer la discorde. Kléber va me foutre à la porte. Dès le début de l'année. Comment le sait-elle, puisqu'ils ne partagent plus leurs secrets sur l'oreiller? Kléber est un maniaque de l'organisation et de la planification. Il travaille toujours au futur. Au début de l'année, lorsque Sylvia était encore son jouet sexuel, le roi Kléber avait déjà catapulté son pion Marty hors de l'échiquier. Voilà qui change tout. Exactement. Les années de perdu. Et les difficultés que tu imagines pour me refaire une place au soleil. Avec ton idée, c'est une place à l'ombre que tu risques. Ah, aucun danger. Je ne me lancerais pas dans cette aventure si je n'étais pas certain de jouer gagnant. Le destin, aujourd'hui, a choisi de nous tendre la perche en faisant perdre son sang-froid à Rivoire. Explique. C'est simple. Nous allons faire d'une pierre deux coups en éliminant Kléber alors que Rivoire sera immanquablement accusé. J'ai le pressentiment que si un jour Kléber venait à lui laisser sa place, Rivoire risquerait bien de retourner sa veste et de devenir à son tour un tyran encore plus dégueulasse que son prédécesseur. Tout à l'heure, complètement bourré, Rivoire a osé faire face à Kléber en public. Les menaces qu'il a proférées vont se retourner contre lui. Tu
tu as songé aux conséquences de leur disparition, à tous les deux? Et qui prendra la responsabilité de la direction? Françoise Kléber ou Marc Lombard. Madame Kléber héritera de la majorité des actions de la société et elle nommera à coup sûr son amant au poste de directeur. Depuis que j'ai découvert son petit trafic relatif aux transactions immobilières, nous sommes en excellents termes. J'ai suffisamment de preuves pour le faire mettre au trou dans le cas, fort improbable, où il ne s'intéresserait pas à ma carrière. Pas mal, non? Excellent, en théorie. Mais les choses ne se passent pas toujours comme on le prévoit. Qui ne risque rien n'a rien. Dans 5 minutes, nous serons chez Kléber. Et voilà ce que nous allons faire. C'est rien. Hein? Bah, quand vous? Qu'une n'importe. Ouais. Ah! Vous voilà, Babel. Il vous faut plus de 10 minutes maintenant pour arriver jusqu'au bureau? Commissaire, c'est dimanche. Il est 6h du matin et à 5h45, je dormais encore comme un loir. Je m'aperçois qu'une fois de plus, vous avez décidé de modifier la rotation de mes congés. Oh, n'enlevez pas votre veste. Nous partons sur le champ et en 4e vitesse. On ne choisit pas le jour des missions spéciales. Quelle sorte de mission spéciale? Un coup de fil anonyme nous a appris que quelqu'un avait été tué dans une villa. 3 hommes sont déjà sur place. Allons-y. Un joli dimanche en perspective. Plus d'indices dans cette piscine? Bon, bah arrêtez. Le rapport? Eh ben, selon l'agent Bertrand, Madame Kléber sortait du lit et ne comprenait rien à la présence des policiers sur les lieux. Elle était seule dans la maison et a paru surprise de constater l'absence de son mari. C'est en faisant le tour du jardin que les policiers ont remarqué une masse qui flottait dans la piscine. C'était Kléber. Et comme ça, à poil, la nuit? Et le docteur Jacquier? Il a tenté de le ranimer, inutilement. Il n'y avait plus rien à faire. L'heure du décès? Entre une demi-heure et 1 heure. Soit environ entre 5h15 et 5h45. Bah, c'est du tout frais. Allez, venez, Babel. Allons voir la veuve. Ouais. Madame Kléber, je sais que vous avez été éprouvée. Mais si vous le permettez, je vous poserai immédiatement quelques questions. Autant que ça soit tout de suite. Madame, lorsque les agents sont arrivés, vous étiez couchée. Oui. J'étais réveillé par leur coup de sonnette. Vous ne saviez donc pas que votre mari n'était pas dans la maison? Bien sûr que non, puisque nous l'avons cherché, la cave au grenier. Lorsque vous vous êtes couché, votre mari n'était pas au lit. Quelle heure était-il? Nous sommes rentrés tard dans la nuit. Où étiez-vous allé? Mon mari dirigeait l'agence immobilière Kléber et Rivoire. Hier soir, c'était le repas de fin d'année de l'agence. Nous sommes rentrés vers 3 heures ce matin. Quand je me suis mise au lit, environ une demi-heure après, mon mari était encore dans le salon, buvant un dernier verre. Je me suis endormi rapidement et je ne l'ai pas entendu venir se coucher. Ce sont les policiers qui m'ont réveillé. Monsieur Kléber utilisait souvent la piscine? À des heures aussi tardives? Pas au milieu de la nuit. Il y a quelques années, il nageait une demi-heure chaque jour, mais le matin au lever. Il y a bien longtemps que je ne l'ai plus vu dans la piscine. Souffrait-il de quelques maladies cardiaques, par exemple? Non, pas que je sache. Avez-vous prévenu quelqu'un de votre famille ou de vos amis? J'ai téléphoné à l'un de mes amis, un collaborateur de mon mari, Monsieur Lombard. Il va arriver. Très bien. Une dernière question. Votre mari avait-il des ennemis? Dans les affaires, commissaire, on a toujours des ennemis. Mais des ennemis mortels, je crois sincèrement que mon mari n'en avait pas. Vous pensez que ce n'est pas un accident? Je le pense.
Monsieur Lombard, parlez-moi de la soirée de fin d'année. Bon, une soirée relativement classique. Ces sorties d'entreprise se ressemblent. Ce qui m'intéresse, monsieur Lombard, ce sont les aspects particuliers de votre réunion. Tout s'est bien passé, pas de dispute? Vous aviez beaucoup consommé d'alcool? Bon, comme c'est fréquemment le cas lors de ces sorties. Mais pour ne rien vous cacher, il est vrai que l'ambiance n'est pas restée au beau fixe jusqu'au bout. Racontez-nous. Bon, rien de franchement dramatique. En fin de soirée, le ton est monté entre M. Kléber et M. Rivoire. À quel propos? Au sujet du système de management appliqué par M. Kléber. Monsieur Rivoire dirigeait aussi l'agence. Il porte le titre de sous-directeur, et surtout vis-à-vis de la clientèle. Dans la maison, M. Kléber avait la main sur tout et laissait très peu de latitude à son associé. Vous aviez déjà assisté à de telles querelles? Jamais aussi violentes. Bon, faut dire que tout le monde était ivre à des degrés divers. Ils se sont carrément insultés. Bon, enfin, c'est très compréhensible. Ce qui est moins compréhensible, c'est de retrouver Georges Kléber noyé dans sa piscine. Quelles étaient vos relations avec le couple Kléber? J'ai toujours entretenu de bons rapports avec M. Kléber. Je crois qu'il tenait à moi. Ce qu'il n'a jamais su, c'est que j'étais très lié avec Françoise Kléber. Ah bon? Et depuis quand? Depuis 2 ans. À quelle heure êtes-vous rentré chez vous dimanche matin? Vous êtes rentré directement? Oui, devait être près de 3 heures. Vous n'êtes pas ressorti cette nuit-là? Non, j'étais mort de fatigue. Je me suis couché presque tout de suite. Quel est exactement votre poste au sein de l'agence Kléber et Rivoire, monsieur Lombard? Je suis gérant d'immeuble. Je m'occupe aussi beaucoup des achats et des ventes. À votre avis, monsieur Lombard, quelqu'un avait-il intérêt à la mort de Georges Kléber? Monsieur Kléber comptait de nombreux adversaires sur le plan professionnel. Mais enfin, je ne soupçonne personne de l'avoir tué. Madame Kléber et moi-même, nous nous serions passés de sa présence encombrante. C'est évident. Mais quant à l'assassiner... Écoutez, il ne faut pas jouer sur les mots. Assurément, mes paroles ont dépassé mes pensées. Mais encore une fois, commissaire, cela vous suffit-il pour me mettre la mort de Georges sur le dos? Non, monsieur Rivoire, ça ne me suffit pas. Dites-moi, à quelle heure êtes-vous rentré à votre domicile ce matin-là? En toute franchise, je ne saurais le préciser. Ma femme tenait le volant. Je me suis endormi dans la voiture sur le chemin du retour. J'imagine qu'il devait être entre 2h30 et 3h30. Des témoins vous ont-ils vu rentrer? Je n'en sais rien. Non, mais dites-moi le fond de votre pensée, commissaire. Maintenant que nous en sommes aux témoins, vous êtes convaincu, n'est-ce pas, d'ores et déjà que je suis votre assassin? Oh. Êtes-vous bien sûr que Georges ne s'est pas tout bêtement noyé seul dans son bassin? Vous savez, avec toutes les boissons que nous avions ingurgitées, n'importe qui aurait eu du mal à supporter un bain froid. Cette hypothèse, sachez-le, monsieur Rivoire, a été la première que j'ai échafaudée. Je m'y suis par ailleurs cramponné jusqu'à ce que me parvienne ce rapport du médecin légiste. Si Georges Kléber était bien ivre en entrant dans l'eau, une chose ne fait plus aucun doute. Il n'y est pas entré seul. D'abord, il portait sur le front la marque d'un coup violent. D'autre part, des égratignures sur sa nuque témoignent de la pression que son ou ses meurtriers ont exercée sur sa tête pour la maintenir immergée jusqu'à son dernier souffle. Alors, n'importe qui peut avoir commis ce crime. Bien sûr. Même vous, monsieur Rivoire. Oui, entrez. Commissaire Balomet. Et on m'a informé de votre visite. Entrez, commissaire. Vous pouvez nous laisser, Sylvia. Asseyez-vous, commissaire. Merci, monsieur Marty. Et quelles sont vos fonctions exactes à l'agence?
Je suis responsable de l'administration. Vous connaissez bien tout le personnel de la maison, en ce cas. Oui, bien sûr. Vos deux patrons ne faisaient pas très bon ménage, dit-on. Sur le fond, non, mais sur la forme, oui. Pourriez-vous préciser? Ils n'avaient pas les mêmes principes concernant la politique commerciale et l'organisation de la hiérarchie. Mais généralement, ils s'arrangeaient pour que ça ne se remarque pas trop. Paul Rivoire s'emporte-t-il souvent? Le mot est trop fort. De temps à autre, il hausse le ton, mais sans plus. Est-ce qu'il boit d'ordinaire? Tout à fait modérément. Il a rompu avec ses habitudes ce soir-là. Oui. Et c'est surprenant. C'est surprenant de l'avoir vu boire autant? Non. De l'avoir vu perdre son calme. Votre opinion sur Marc Lombard? Très fort dans sa branche. Il est très précieux pour l'agence. Et sa vie privée? Sa vie privée? C'est Madame Kléber. Ce n'est un secret pour personne, hormis pour Georges Kléber qui n'en a jamais rien su. De toute façon, il lui rendait l'appareil. Il avait des aventures. Et il ne s'en cachait pas. Vous pensez qu'un mari jaloux, une maîtresse évincée, se serait débarrassé de lui? Non, je ne crois pas. Ces liaisons étaient trop brèves pour avoir de l'importance. Si vous cherchez de ce côté-là, bon courage. Vous aurez beaucoup de monde à interroger. Nous avons appris que vous étiez parti pour Zurich en quittant le restaurant. Ah oui? Avec mon amie Evelyne Sherrad. Malgré l'heure tardive? Au fait, quelle heure était-il exactement? Presque 3 heures. Le restaurant avait obtenu une autorisation spéciale de fermeture tardive. Nous avions décidé, Evelyne et moi, de passer le dimanche à Zurich. J'ai travaillé dans ma jeunesse plusieurs années à Zurich et j'aime y retourner de temps en temps. Un trajet comme celui-ci n'est pas sans danger. De nuit, avec la fatigue et les vapeurs de l'alcool. J'ai beaucoup de mal à trouver le sommeil après avoir fait les 400 coups. Comme Evelyne était en forme, elle a conduit. Mais vous avez raison. Nous aurions mieux fait de rentrer nous coucher car notre expédition s'est mal terminée. Ah oui? Oui, nous avons eu un accident à Zurich. Un accident de la circulation? Oui, une bêtise. À Zurich, j'ai pris le volant et j'ai coupé la route à une autre voiture. La fatigue. Heureusement, nous nous en sommes tirés avec des tôles froissées. À quelle heure a eu lieu cet accident? 7 heures. Et vous avez appelé la police? Non, nous nous sommes arrangés à l'amiable. Les dégâts n'étaient pas très importants et personne n'a été blessé. Et vous êtes resté à Zurich? Oui, nous avons pris une chambre d'hôtel et nous avons dormi toute la journée. Toute la journée. Madame Kléber, je ne vous accuse pas du meurtre de votre mari. Pour l'instant, j'enquête. J'interroge tous les témoins, suspects ou non. Vous comprendrez que votre témoignage peut m'être utile. Je le comprends parfaitement. Ce que je comprends, moi, c'est la manière de conduire votre interrogatoire. Ce n'est pas parce que Marc Lombard est mon amant. Madame Kléber, nous devons faire notre travail. Je regrette de ne pas être en mesure de le faire différemment. Très bien. Monsieur Kléber ne s'était jamais rendu compte de votre attachement pour Monsieur Lombard? Jamais. Nous prenions toutes les précautions nécessaires. Pas tant que cela, madame. L'agence immobilière Kléber et Rivoire au grand complet, excepté le directeur, connaissait votre liaison depuis belle lurette. Vous me l'apprenez. Vous voyez qu'on ne peut être sûr de rien. Sur cette base, rien n'empêche de supposer que Georges Kléber avait eu vent de votre conduite et que vous vous étiez querellé à ce propos. Et que vous en soyez venu à la conclusion que la disparition de votre mari vous procurerait de nombreux avantages. Vous avez le champ libre avec Lombard et financièrement pour vous tout s'arrange. Vous héritez. Je vous ferai remarquer que nous étions mariés en séparation de biens et que j'ai une fortune personnelle confortable. Saviez-vous que Georges Kléber vous trompait? Tout le monde le savait. Et moi la première. Et cela depuis nos premières années de vie commune. Si j'avais dû le tuer pour ça, je n'aurais pas attendu tout ce temps, soyez-en persuadés. Je n'y attachais plus aucune importance. Changeons de sujet.
Votre mari avait-il l'habitude de se baigner entièrement nu dans la piscine à cette saison? Généralement, il mettait un maillot de bain. Mais il nous était arrivé, en effet, de prendre un bain de minuit sans maillot. Mais pas à cette saison. Et il pourrait donc s'agir d'un accident, selon vous? Non, madame. Nous avons les preuves d'un homicide volontaire. On l'a assommé et on l'a empêché de ressortir la tête de l'eau. Absurde! Ainsi, Georges ne se serait pas défendu et n'aurait pas crié. Il était pourtant de taille à résister. C'est pour cette raison qu'il a vraisemblablement été assailli par surprise. Ses réflexes devaient être engourdis par l'alcool. Votre raisonnement se tient, je vous l'accorde. Il y a un détail près. Marc Lombard et moi, nous ne sommes pas vos coupables. Madame Rivoire, votre mari aurait très bien pu faire semblant de dormir, puis, vous voyant endormi, il aurait pu quitter votre domicile sans bruit, pour revenir plus tard se recoucher, tout cela sans que vous vous en aperceviez. Ridicule. Ce roman ne tient pas debout. Paul est incapable de commettre un tel crime, incapable. Comment pouvez-vous en être si sûr? Monsieur l'inspecteur, on ne passe pas 35 ans avec un homme comme Paul sans le connaître à fond. Aviez-vous déjà vu Monsieur Rivoire s'emporter comme il l'a fait le soir du meurtre? Non. Mais là, je le comprends. Georges Kléber avait été odieux. Et devant tous ces gens, je crois que peu d'hommes seraient restés de marbre. Et l'alcool n'a pas arrangé la situation. Votre époux vous confie ses préoccupations professionnelles? Il me parle de tout, et depuis toujours. Quel était son jugement sur Georges Kléber? Ils étaient en très bons termes dans le passé. Avec les années, le caractère de Georges s'est modifié. Il est devenu de plus en plus ambitieux et de plus en plus antipathique. Paul se refusait à suivre la même voie et tentait de garder l'agence l'esprit qui l'avait animé dès le début. Vainement. Georges détenait la majorité des actions et avait plein pouvoir sur la destinée de l'affaire. Paul m'avait plusieurs fois parlé de son désir de couper les ponts. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Passé la cinquantaine, estimez-vous qu'il est facile de trouver un poste intéressant ou de créer une nouvelle entreprise? Nous sommes habitués à un certain train de vie et nous ne voulions pas nous lancer dans une aventure hasardeuse. La mort de Monsieur Kléber arrange bien vos affaires, en quelque sorte. Ni Paul ni moi-même n'avons envisagé une pareille éventualité. Georges était un homme détestable. Mais sa mort dans de telles circonstances me fait de la peine. On ne peut pas oublier comme ça les amitiés, même si elles se sont altérées. Vous, peut-être. Mais votre mari ne partage pas obligatoirement vos sentiments. C'est pas croyable, cette affaire Kléber. Nous tournons en rond comme des débutants. Ce ne sont pourtant pas les suspects qui manquent. À qui le dites-vous, Babel? Allez, ouvrez une bouteille de bière. Allez. Ah, la dernière. Il faudra songer à refaire le plein. Mais si au moins nous avions l'ombre d'un indice, mais rien. Rien. Ni en grandiose. Allez. À la vôtre, commissaire. Santé, Babel. À croire que tous les voisins de notre fine équipe étaient en vacances la nuit du meurtre. Oh, ça fait du bien, lui. Ouais, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu, pas le plus petit insomniaque. Tous ces ivrognes sont allés et venus au beau milieu de la nuit sans qu'un seul volet se soit ouvert. Aucune plainte, aucune curiosité. C'est bien la première fois que ça nous arrive. À la limite, mieux vaut un bon faux témoignage. Ça nous permet d'aller de l'avant. Mais travailler dans le brouillard, c'est frustrant. Oh, nous allons essayer de faire le point. Non mais asseyez-vous, Babel, vous me donnez le vertige. Bon, résumons. Oui. Dimanche passé, à 5h45, un appel téléphonique anonyme, une voix d'homme, nous signale qu'un meurtre a été commis dans la villa Les Glycines. Les agents trouvent Françoise Kléber qui prétend sortir de son lit. Il n'y a personne d'autre dans la maison. La domestique qui travaille chez les Kléber est en congé. Après inspection du jardin, on découvre le cadavre de Georges Kléber flottant dans la piscine. Les agents n'ont rien trouvé d'anormal dans le quartier et l'examen du bassin et du gazon n'a rien donné. Et tout ce que nous avons de matériel, si j'ose dire, c'est le corps sans vie et dénudé d'un homme d'affaires. Passons à nos fêtards. D'abord, Françoise Kléber et mettons dans le même panier son amant, Marc Lombard.
Tous deux avaient grand intérêt au départ dans un autre monde de Georges Kléber. Mais ici, nous n'avons pas l'amorce d'une preuve. Dezio, Paul et Martine Rivoire. Lui a perdu les pédales au souper et je l'imagine parfaitement assommant son associé pour avoir enfin le loisir de mener sa barque comme bon lui semble. Ouais. Et là encore, rien de concret. Si ce n'est les menaces publiques qu'il a proférées. C'est sérieux et c'est maigre en même temps. Numéro 3. Robert Marty et Evelyne Sherrad. Ils n'avaient vraisemblablement pas grand avantage à la disparition de Kléber. D'autre part, fait unique par rapport à leurs concurrents, ils ont un alibi. En béton armé. Ils sont partis en voiture pour Zurich à 2h50. À 7h, ils coupaient la priorité à M. Auguste Terny de Dietikron, en pleine ville de Zurich. Les témoins l'ont confirmé. Le crime s'étant produit au plus tôt à 5h15, il est pratiquement impossible, avec leur véhicule de modeste puissance, de se retrouver à plus de 200 km en moins de 2 heures. En queue de peloton, nous retrouvons Denise, une maîtresse de Kléber, et quelques autres jeunes femmes. Ouais, des clous. Hey. Les sorts s'acharnent contre nous, Babel. Je ne sais vraiment pas par quel bout recommencer. Ouais, on se croirait en plein roman d'Agatha Christie. Plusieurs suspects qui tous ont un intérêt évident à la mort de la victime. À cette différence près qu'avec Agatha Christie, toute l'intrigue se déroule en espace clos. Dans un terrain, sur un bateau, dans une maison où tous les protagonistes de l'affaire sont réunis. Dans notre cas, l'assassinat a eu lieu en espace non clos. En espace? Eh, vous êtes très fort, Babel. Vous n'en avez pas l'air, mais vous êtes très fort. Allez, venez, nous sortons. Ben, où allons-nous? Prendre l'air. À l'aéroport. Départ à destination de Zurich, vol suisse 271, embarquement immédiat. Merci, mademoiselle. Regardez, Babel. La voilà, la preuve. Vous voilà dans de beaux draps à présent, Marty. Je ne vois pas pourquoi. Ça va s'éclairer tout soudain, vous allez voir. L'avion est un moyen de locomotion rapide, n'est-ce pas, monsieur Marty? Pourtant, le dimanche, vous avez congé. Rien de presse. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Oh si. Vous avez même si bien compris que vous êtes en train de vous demander comment vous en sortir. C'est inutile, vous êtes fait comme un rat, Marty. Vous n'ignorez pas que Swisser garde dans ses listes les noms de ses passagers. C'est inscrit là. Dimanche 12 décembre 1982, vol Cointrin-Cloton de 6h05. Monsieur Robert Marty. Ce nom ne vous rappelle rien? Vous connaissez Robert Marty? C'est un très bon ami à vous. Oui, c'est vrai, j'ai pris l'avion. Mais je vous jure que j'ai pas tué Kléber. Tiens alors. Je suis sûr que vous allez changer d'avis. Il y a 10 secondes, vous ne vous rappeliez même pas que vous aviez pris l'avion. Non, mais la mémoire va vous revenir, par bribes. Bon, je vais tout vous expliquer. Nous vous écoutons. Oui. J'avais décidé de tuer Kléber. Tu vois? C'est bien ce que je disais. J'ai pas dit que je l'avais tué, mais que j'avais décidé de le tuer. Et pour quelle raison? Il voulait me congédier dès le début de l'année prochaine. Il vous l'avait annoncé? Non. C'est une de ses secrétaires qui me l'a dit. Et parce que votre employeur voulait se débarrasser de vous, professionnellement parlant, vous avez décidé de vous débarrasser de lui. Pour de bon. Depuis plusieurs années, Kléber me menait une vie d'enfer, promettant des augmentations et de l'avancement sans jamais tenir parole. Je me suis mis à le haïr. Il ne cessait de me rabaisser, de m'humilier. Je savais que si je quittais l'agence, je ne retrouverais pas une situation intéressante dans l'immobilier. Kléber se serait fait un plaisir de me couper l'herbe sous les pieds. Oh, il avait le bras long. Alors, vous vous êtes mis à chercher un autre moyen de résoudre votre problème. Oui. J'avais rêvé combien de fois lui sauter à la gorge à ce salaud-là.
Et brusquement, une occasion en or s'offrait à moi. Cet idiot de Rivoire et ses menaces directes. Vous vous êtes dit que Paul Rivoire serait aussitôt accusé du meurtre. Oui. C'est pourquoi j'ai annoncé notre départ pour Zurich, ostensiblement. Ensuite, Evelyne m'a déposé à proximité de la villa de Kléber et elle est partie pour Zurich, où elle devait m'attendre à l'aéroport. J'avais prévu de pénétrer dans la maison par une fenêtre ouverte et d'étrangler Kléber, pendant que sa femme serait dans la salle de bain ou quelque chose comme ça. Je devais improviser, mais je devais aussi faire vite, car je savais que le premier avion décolle à 6h05 et que les formalités me prendraient au minimum une quinzaine de minutes. Continuez. Je me suis approché de la villa par l'arrière, j'ai escaladé la clôture et j'ai sauté dans le jardin. C'est à ce moment que j'ai entendu des chuchotements sur ma gauche, près de la piscine. Je me suis jeté à plat ventre et j'ai observé. Le ciel était dégagé et j'ai reconnu Lombard et Madame Kléber qui s'approchaient du bassin en portant quelque chose. Visiblement un corps. Arrivés au bord de la piscine, ils ont plongé le corps dans l'eau et ils l'ont maintenu immergé. C'est à cet instant que j'ai compris qu'il s'agissait du corps de Kléber et qu'ils avaient eu la même idée que moi. Sans perdre une seconde, j'ai rampé jusqu'à l'autre extrémité du jardin. J'ai enjambé la barrière et je me suis enfui. Et puis? D'une cabine téléphonique, j'ai appelé la police pour... Nous savons pourquoi. Merci. Et après? J'ai demandé un taxi par téléphone et je me suis rendu à l'aéroport. Joli scénario. Ah, personnellement, il me plaît bien. Mis à part cet épisode incongru dans lequel interviennent M. Lombard et Mme Kléber, arrivés fort à propos pour porter le chapeau. Quelle imagination! Mais c'est la stricte vérité! Et sérieusement, vous n'avez pas espéré un seul instant que nous allions avaler vos sornettes? Les jets sont faits, Marty. J'en ai peur. Votre alibi s'est retourné contre vous. Comme un serpent venimeux. Mais, commissaire! Taisez-vous, Marty. Votre plan a presque marché. Il a échoué parce que vous avez opté pour le mauvais moyen de déplacement. Lorsque j'ai pressenti comme les choses avaient pu se dérouler, je suis parti du principe qu'il était pratiquement possible de jouer avec le temps et l'espace. Le problème fondamental était simple. Comment assassiner Georges Kléber à Genève et avoir très peu de temps après un accident de la circulation à l'autre bout du pays? La réponse était logique. Voyager très très vite. D'abord, j'ai pensé à une voiture rapide qui vous aurait permis de parcourir ces 200 km en environ 90 minutes. Si vous aviez procédé de la sorte et que nous n'avions pas retrouvé le véhicule ou des traces de son passage, vous auriez gagné. Mais j'ai moi aussi pensé à l'avion. On ne prend pas l'avion comme un trolleybus. Vous auriez pu aussi voyager sous un faux nom, mais qui dit faux nom dit faux papier. Et si vous aviez bel et bien prémédité ce meurtre, vous n'aviez pas prémédité de le réaliser cette nuit-là. L'occasion a fait le larron. Vous êtes par conséquent embarqué sous votre propre nom, d'ailleurs tout à fait convaincu que votre stratagème ne serait jamais découvert. J'ai pas tué Kléber! C'est sa femme et Lombard qui l'ont tué, je le jure! Interrogez-les, faites-les parler! Mon petit ami, en priorité, c'est toi que nous allons faire parler, pas plus tard que tout de suite! Allons-y. Une récapitulation s'impose. Prenons à nouveau depuis le commencement. Et ce coup-ci, n'essaie pas de mélanger les assassins et les honnêtes gens. Alors?
Marty en a pris pour 20 ans. Nous voilà définitivement tranquilles. Oui, mais son ami le sursis. On n'est jamais trop prudent. Je te propose que nous nous fixions cette règle rigoureuse. Jamais nous ne reparlerons de ce qui s'est passé cette nuit-là. Nous avons eu de la chance. C'est parfait. Mais il ne faut pas provoquer la chance. Georges Kléber, René Habib. Françoise, sa femme, André Hamon. Paul Rivoire, André Neury. Martine, sa femme, Liliane Hague. Robert Marty, Jean-René Clerc. Evelyne, son amie, Christiane Vincent. Marc Lombard, Daniel Fillon. Le commissaire Bolomé, André Fiot. L'inspecteur Babel, Bernard Junot. Prise de son Jean-Pierre Ty, enregistrement Josiane Rigoli, mise en onde Roland Jay, assisté d'Édith Moret. C'était Assassinat en espace non clos de Jean de Bonneville.